Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La sévérité sera de mise contre les violences des Gilets jaunes, déclaration choc d'Emmanuel Macron, alors que les blocages se poursuivent. Il y a un an, le Sénat alertait l'exécutif dans l'hémicycle des risques de mobilisation, évoquant des nouveaux bonnets rouges. Nous avons retrouvé cette séance inédite. Et pour comprendre le ras-le-bol fiscal exprimé par les Gilets jaunes, une étude de l'OFCE basée sur les déclarations d'impôts des Français entre 2008 et 2016 montre que le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 440 € par an dans l'Hexagone. Les explications dans un instant. À la veille de l'examen du budget au Sénat et en plein congrès des maires de France, gros plan sur les finances des collectivités locales. Les élus estiment ne plus avoir les moyens pour mener à bien leurs projets et redoutent une période d'incertitude liée à la suppression de la taxe d'habitation. Le débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui, salle des conférences, et Alexandre Poussard depuis l'hémicycle du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le gouvernement durcit le ton face au mouvement des Gilets jaunes. Après la mort de 2 personnes et des centaines de blessés, le président se veut intraitable. Il l'a dit ce matin lors du Conseil des ministres. Écoutez à ce propos Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que s'il y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les 2 personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme. Et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour. Et cette contestation était-elle prévisible? Le 24 novembre 2017, en plein débat budgétaire au Sénat, 2 parlementaires mettaient déjà en garde l'exécutif contre le risque de protestation élevé des Français lié à la hausse de la TICPE. Alors le sénateur LR François Husson redoutait de nouveaux bonnets rouges. À l'époque, il n'avait pas été vraiment pris au sérieux par Gérald Darmanin. Regardez cet extrait de la séance retrouvé par la rédaction de Public Sénat. Nous ne maîtrisons pas, et pour cause, les flux, notamment des éventuels mouvements erratiques concernant le pétrole et ses dérivés. Donc, pour avoir été largement échaudé dans le processus de l'écotaxe qui avait fait l'objet d'une adoption quasi unanime dans les 2 assemblées, nous ne voulons pas avoir un deuxième phénomène des bonnets rouges. Monsieur le ministre, nous souhaitons donc que vous attendiez et que vous accédiez aux demandes du Sénat. Ce qu'on craint aujourd'hui, et ça serait absolument désastreux, et c'est l'écolo de service qui le dit, c'est qu'on fasse apparaître finalement la fiscalité écologique comme un moyen de rééquilibrer le budget de l'État. Point. C'est-à-dire la nouvelle vache à lait de l'État, c'est la tonne carbone. Si vous ne réussissez pas à avoir un discours politique cohérent qui dit non, ça n'est pas ça, alors effectivement, on va avoir, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, une levée de boucliers massive contre cette mesure, et donc aussi derrière, et c'est pour ça qu'on prend les devants, contre les changements de comportement que doit permettre la fiscalité écologique. Alors je veux bien que vous parliez des nouveaux bonnets rouges et des nouveaux bonnets rouges et puis finalement de la nouvelle jacquerie qui arriverait, M. Dantec. Mais enfin, la vérité, c'est que dans la majorité précédente, il s'est trouvé un problème, c'est qu'on a continué à vouloir dépenser des infrastructures de transport toutes intéressantes, toutes passionnantes, qu'on pousse tous sur nos territoires respectifs. Simplement, on a supprimé la recette. On a supprimé la recette, il n'y a plus d'écotaxe.
Voilà, et si vous voulez revoir cette séquence et en savoir plus sur cette séance, l'article de François Vignal est à lire sur publicsénat.fr. Alors comment réagissent les sénateurs? Eh bien pour le savoir, on retrouve Tam Tranui depuis la salle des conférences du Sénat. Vous êtes Tam aujourd'hui avec le président socialiste de la Commission des Finances, le sénateur de la Seine-et-Marne, Vincent Eblé. Oui, Vincent Eblé, eh bien, je vais faire appel à votre mémoire. On a vu dans ces extraits issus des débats de novembre 2017 qu'à l'époque, il y avait eu certains sénateurs, notamment Jean-François Husson, Ronan Dantec, qui avait alerté sur une hausse trop importante de la taxe sur les carburants, pour dire vite, la TICPE. Ils avaient dit qu'il pourrait y avoir un nouveau mouvement des bonnets rouges. Est-ce que ça veut dire que tout cela, finalement, était assez prévisible? Oui, bien sûr. Enfin, à la Commission des Finances, on travaille sur ces questions depuis longtemps et nous avions parfaitement identifié, d'ailleurs, vous citez Jean-François Husson, il est membre de la Commission des Finances, nous avions parfaitement identifié ce risque, je dirais, budgétaire assez inusité, c'est d'avoir des recettes qui dépassent les prévisions et surtout qui créent voilà, une forme d'émotion au sein de la population, surtout quand l'usage pour lequel est fait la taxe en question n'est pas tout à fait respecté. Oui, et à l'époque, on le voit d'ailleurs, il n'avait pas été pris au sérieux par Gérald Darmanin dans l'hémicycle. Oui, pris au sérieux, ou c'est une façon de masquer les réalités que de prétendre que les choses iront différemment de ce vers quoi elles vont naturellement. Et Vincent Eblé, justement, on va chercher à se projeter sur l'avenir. Est-ce que dans le budget 2019, eh bien, cette hausse de la taxe sur les carburants, cette hausse de la TICPE, eh bien, est-ce qu'elle est affectée eh bien, à la transition énergétique? Oui, il y a un vrai problème. L'ensemble de ces recettes de la TICPE, c'était 33 milliards d'euros sur l'année dernière, ce sera environ 37 sur l'année prochaine, elle est répartie. Il y en a pour l'État, il y en a pour les collectivités territoriales, il y en a pour le CAS Transition énergétique, qui est dans le budget de l'État, mais enfin c'est fléché directement. Et puis il y en a enfin une petite part, mais une part pour les infrastructures de transport. Tout ça est très bien, mais là, on voit que dans le budget de l'année prochaine, seule la part État est en augmentation. Donc l'ensemble de la croissance de la recette, du produit attendu de cette taxe sur les carburants, elle est entièrement affectée au budget général de l'État. Ni le CAS Transition énergétique, ni les infrastructures de transport, ni par ailleurs, c'est une part pourtant substantielle, les sommes mises à disposition des collectivités territoriales pour les politiques qu'elles ont à assumer, ne sont en augmentation en 2019 par rapport à 2018. Il n'y a que le budget général de l'État qui, en quelque sorte, est abondé par cette croissance de produits. Donc cette hausse de la taxe sur les carburants, pour être très simple, elle n'alimente pas la transition énergétique l'année prochaine, mais elle alimente principalement le budget général. Il y a de quoi, pour le coup, alimenter la colère des Gilets jaunes. Mais bien sûr, c'est bien ce que nous pointons et c'est la raison pour laquelle nous demandons que l'État apporte des garanties quant à un usage environnemental et écologique de ce surcroît de recettes s'il le maintient. Un mot sur ce que propose la droite sénatoriale, la majorité sénatoriale, la suppression de cette hausse de la taxe sur les carburants en 2019. Pour le coup, ça ferait presque 3 milliards d'euros en moins dans le budget général. Comment est-ce qu'on finance tout ça et qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Oui, alors ça pose la question du financement, mais si l'État, par exemple, à l'occasion de ce rapport sur les orientations 2022, les grands investissements, avait, je dirais, mis en œuvre une économie de gestion, ça n'est pas le cas. Donc on a, je dirais, à l'essentiel une reconduction des dépenses de l'État. Il n'y a pas d'effort structurel. On va même faire se dégrader le déficit public l'année prochaine. Donc voilà, on est dans une situation compliquée parce qu'il y a, de mon point de vue, un manque de volonté de l'État de bien maîtriser ses dépenses et du coup il y a besoin de trouver des recettes. On a, j'irais, fait un certain nombre de cadeaux avec la disparition de l'impôt de solidarité sur la fortune, avec la disparition du prélèvement forfaitaire unique sur les très hauts revenus. On a décidé également de faire disparaître la taxe d'habitation qui abondait le budget des collectivités territoriales en réduisant leur capacité financière.
mais on ne fait pas d'économie pour autant, donc on baisse des recettes. On est bien obligé de trouver après quelques ressources de bouche et la fiscalité, j'irais sur les carburants, elle est là pour ça, mais ce n'est pas, j'irais, sa vocation, et donc évidemment ça choque et ça heurte un grand nombre de nos concitoyens, on peut le comprendre. Merci beaucoup Vincent Eblé d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et l'autre dossier qui anime le Sénat, vous venez d'en parler, c'est l'utilisation des crédits dédiés à la transition énergétique dans le projet de loi de finances. Le gouvernement a souhaité transférer 577 millions d'euros de crédits de la mission écologie au budget général. Alors pour Brune Poirson, la ministre, il s'agit d'une simple technique comptable, comme nous l'explique Aurélien Romano. C'est l'histoire de 577 millions d'euros du budget rectificatif 2018 qui font grincer des dents. Car en plein mouvement des Gilets jaunes, une partie des recettes affectées à la transition énergétique a été reversée au budget général 2018 rectificatif. La droite dénonce une mesure injuste. Le gouvernement a très bien pu dire nous avons une partie de cette fiscalité qui vient de l'essence, qui vient du gazoil payé par les Français, qui vient du fioul domestique payé par les Français. Eh bien, ce surplus de recettes, c'est quelques 600 millions d'euros de plus, on les affecte, on les utilise en partie plutôt pour accompagner les Français qui en ont le plus besoin. Le ministère de l'écologie répond par le simple mécanisme comptable habituel et déplore l'exploitation politique qu'en fait la droite sénatoriale. Il s'agit tout simplement de mécanismes comptables qui ont lieu chaque année. Et là, je trouve ça quand même déplorable que l'opposition utilise ça pour l'exploiter à des fins politiques, pour faire peur à nos concitoyens. Un ajustement comptable qui aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt étant donné que le surplus est connu depuis le mois de juillet. Le ministre de la Transition écologique lui-même a dû reconnaître une confusion dans la communication. C'est de l'argent qui devait être dépensé pour le soutien aux énergies renouvelables. Et comme le coût des énergies renouvelables baisse dans notre pays, eh bien, on n'a pas besoin de subventionner autant que ce qu'on avait prévu les énergies renouvelables. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais je suis conscient qu'en termes de présentation, évidemment, ça crée un trouble, ça crée une réaction d'incompréhension. Pourtant, son homologue au budget semble plus nuancé et regrette le trop grand fléchage de la fiscalité. D'abord, en affectant toute la fiscalité tout le temps, parce qu'on essaye à chaque fois de trouver un sens, on a un vrai problème. Il est rare de trouver des fiscalités qui sont propres à l'armée, à l'éducation nationale, et je crois que nous devrions tous collectivement ne pas sombrer dans la démagogie. Ces 577 millions réaffectés a posteriori au budget général sont donc un nouveau couac dans la pédagogie du gouvernement sur sa politique énergétique. Et on voit tout de suite les réactions au Sénat avec vous, Tam Tranui, avec la sénatrice Agir du Bas-Rhin, Fabienne Keller. Fabienne Keller, ce sont les 577 millions de la discorde. D'une part, l'exécutif juge qu'il ne s'agit que d'un simple geste technique, comptable. De l'autre, le Sénat affirme que l'on aurait pu flécher cette somme vers l'accompagnement des Français, vers la transition énergétique. Pour vous, eh bien, qui dit vrai ? Alors, il est indiscutable, techniquement, il eût été possible de flécher cette somme en totalité ou en partie vers des mesures compensatoires à la hausse de l'essence. Je crois que cela eût été bienvenu, très attendu, comme aussi un signe d'une aide tout de suite pour consolider, pour crédibiliser l'aide présentée par le Premier ministre pour l'année prochaine. D'autant que l'on sait depuis 6 mois déjà qu'il va y avoir ces 577 millions en trop, en quelque sorte. Oui, moi je pense que donner un signal sur la pollution de l'air est important, mais il faut à tout prix préserver les personnes qui n'ont pas le choix, les personnes les plus modestes et tous ceux qui habitent en milieu rural. Est-ce que ça montre aussi cette situation, bien qu'il faut affecter plus directement ce type de taxes sur les carburants vers la transition énergétique? Est-ce qu'il faut un fléchage plus direct? Moi, j'en suis convaincue. Une fiscalité écologique n'est acceptable que si elle est restituée, en fait, aux personnes qui la payent, sous la forme d'un accompagnement fort. Changer le chauffage, adapter son véhicule pour qu'il soit moins consommateur d'énergie ou moins polluant si c'est une vieille voiture. Améliorer l'isolation de son bâtiment. L'isolation thermique, effectivement, c'est tout à fait essentiel. Vous savez, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, mais cela est extrêmement coûteux. Au moment où le crédit d'impôt qui soutient l'isolation thermique est fortement réduit, il est important que toute la hausse
la hausse des taxes, de la recette supplémentaire, soit fléchée vers cet accompagnement. Donc vous faites cette proposition de flécher plus directement ce type de ressources vers la transition énergétique. Oui. À combien de pourcents? Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, je vais proposer que l'on flèche la moitié des ressources supplémentaires vers l'environnement en totalité pour que la population sente que ce n'est pas punitif, c'est pour que tous ensemble nous participions de manière plus raisonnable aux émissions de gaz à effet de serre et que la qualité de l'air que nous respirons puisse s'améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition du groupe LR auquel vous êtes rattaché de supprimer la hausse de la taxe sur les carburants en janvier 2019 ? Pour ma part, comme l'a dit Alain Juppé ce matin, je soutiens cette stratégie qui consiste à faire payer les émissions carbone, mais elle met en difficulté des personnes, donc il faut les accompagner et leur permettre cette transition écologique. Donc ne pas supprimer cette hausse toutefois pour vous? Non, mais par contre la restituer aux personnes pour lesquelles on souhaite qu'il y ait une adaptation de leur chauffage, de leur isolation thermique, de leur mode de transport, pour qu'ils soient moins émetteurs, ne pas les laisser seuls face à cette difficulté, face à ce non-choix qui est le leur. Justement, quand vous voyez que l'année dernière, dans l'hémicycle, certains sénateurs, Ronan Dantec ou encore Jean-François Husson, alertaient sur le fait qu'il pouvait y avoir un nouveau mouvement des bonnets rouges, disait-il à l'époque, face à une hausse trop importante de cette fiscalité. Qu'est-ce que vous dites de la situation actuelle? On aurait pu l'anticiper? Oui, parce que la fiscalité, il y a eu un trop-plein fiscal. Il y a une étude qui a été publiée ce matin qui a montré que sur les 10 dernières années, il y a eu énormément de hausses fiscales. Il y a un ras-le-bol, les habitants, les Français ne supportent plus une fiscalité supplémentaire. Donc la seule solution, c'est de lui donner un sens. Parce que ce qui est intéressant dans la démarche des Gilets jaunes, c'est que personne ne conteste l'objectif environnemental. C'est celui-là qui doit nous porter et conduire le gouvernement à accompagner cette transition énergétique plus fortement. Bien, merci beaucoup Fabienne Keller. Merci à vous, Tam. Et on va prendre la direction de l'hémicycle où cet après-midi, une proposition de loi pour lutter contre les déserts bancaires est débattue. Quels sont les enjeux de ce texte, Alexandre Poussard ? Mais écoutez Delphine, les sénateurs partent d'un constat très simple. Les distributeurs automatiques de billets disparaissent progressivement du territoire. Alors je vais vous donner un chiffre. Chaque année, 2% de ces distributeurs disparaissent en France. Ça fait à peu près environ 1000 distributeurs automatiques en moins chaque année. Et cela ne va pas aller en s'améliorant. Écoutez le sénateur RDSE Éric Gold, qui est l'auteur de cette proposition de loi. D'ici 2020, le groupe BPCE prévoit la fermeture de plus de 400 agences. Et la Société Générale a confirmé la réduction de 20% de son réseau d'agences, soit 450 établissements en 2 ans. De son côté, BNP Paribas a déjà fermé 236 guichets depuis 2012. Alors pour remédier à ce problème, ce texte propose de créer par exemple un fonds dédié au maintien de ces distributeurs automatiques de billets dans les territoires les plus fragiles, les territoires ruraux. Et puis il prévoit d'augmenter le nombre de bureaux de poste disposant d'un distributeur. Mais cette solution n'a pas convaincu la Commission des finances. Et écoutez la rapporteure Sylvie Vermeillet sur ce point. Cette évolution ne me paraît pas souhaitable, car je ne suis pas certaine que tous les maires se réjouissent à l'idée d'installer un DAB dans leur agence postale communale. De surcroît, le jeu de la libre concurrence pourrait paradoxalement conduire la Poste à héberger des distributeurs automatiques de billets d'un établissement bancaire concurrent de la Banque postale. Je rappelle que la Poste a une mission de service public, mais pas la Banque postale. Alors le gouvernement est de son côté également défavorable à cette solution d'augmenter le nombre de bureaux de poste disposant d'un distributeur. Et le gouvernement a son propre système. Il propose que les commerçants puissent fournir des espèces directement à leurs clients. Alors le principe est simple. Pour un achat de 20 €, le client paie 30 € et le caissier lui rend 10 € sous forme d'espèces. On appelle ça le cashback et ce système va être mis en place très prochainement sur le territoire. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions. Coup d'envoi de l'examen du projet de loi de finances demain au Sénat, l'occasion de nous intéresser au budget des collectivités locales. Il s'annonce stable pour l'année prochaine, avec néanmoins une interrogation de taille, la compensation de la taxe d'habitation. Héloïse Grégoire.
Pour les collectivités territoriales, pas de grand soir fiscal. Le budget de 2019 restera dans la continuité de celui de 2018. Cette année, la dotation globale du fonctionnement des communes et des départements enregistre une enveloppe à hauteur d'environ 27 milliards d'euros. C'est un budget de transition, c'est un budget qui n'améliore pas sensiblement les choses, qui ne les dégrade pas non plus, sur lequel il y aura des modifications collectivité par collectivité, mais encore une fois, me semble-t-il, assez peu significatives. Donc nous attendons la réforme de 2019, mais ce budget ne pose pas en soi, en termes de relations avec les collectivités territoriales, n'aggrave pas ce que nous connaissions dans les années passées. Des dotations qui seront donc maintenues pour certaines collectivités, mais pas pour d'autres, car des modifications se feront certainement à la marge. Les communes, même si elles espéraient plus, sont pour la plupart satisfaites qu'il y ait un maintien des dotations. Ceci étant, ce maintien ne veut pas dire maintien pour tout le monde. Parce qu'il y a des évolutions de population, il y a aussi des critères divers qui évoluent et souvent on va avoir des grincements de dents puisque lorsque l'enveloppe n'augmente pas, il y a forcément des perdants dans cette distribution. La nouveauté de ce projet de loi de finances 2019, c'est la réforme de la dotation d'intercommunalité. C'est une réforme qui va en fait enlever les catégories d'intercommunalité, les dotations qui étaient par catégorie, pour le ramener à quelque chose sans doute de plus juste et au bénéfice d'ailleurs des plus petites communautés de communes. Concernant la taxe d'habitation, rien n'est encore tranché. Le Sénat attend les propositions du gouvernement sur cette question afin de décider à terme comment cette taxe sera compensée. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Françoise Larpin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice nationale secteur public à KPMG, c'est un cabinet d'audit et de conseil. Bienvenue à vous. Bernard Delcros est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur centriste du Cantal, vice-président de la commission des finances. Thomas Rougier est également sur le plateau de Public Sénat. Vous êtes le secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Bienvenue à vous. Et Jérôme Bachere, sénateur LR de l'Oise. Vous êtes également membre de cette commission des finances. Première question pour vous, Jérôme Bachere, justement, puisque on vient de le voir, c'était la promesse du gouvernement en contrepartie des contrats financiers. Les concours de l'État aux collectivités territoriales devaient être stables en 2019. Le gouvernement dit stabilité, continuité. L'opposition dit au contraire un recul. Si on regarde les chiffres bruts, il faut commencer par cela, c'est ce que dit le gouvernement. Si on prend le pied de colonne, quand on fait les additions, eh bien ce chiffre est effectivement identique. Mais la tuyauterie est tellement complexe, c'est comme dirait Michel Audiard, c'est une béchamel infernale qui fait qu'on ne comprend plus rien et que quand il y aura des gagnants, il y aura surtout beaucoup de perdants derrière. Pour souvent 1 euro gagné dans une commune, c'est 2 fois 50 centimes perdus dans 2 communes. Et du coup, vous faites 2 fois plus de perdants. Donc la grande question, c'est combien de perdants, combien de gagnants ? Car les perdants, ils n'arrêtent pas de perdre. Et plus ils perdent, plus vous les enfoncez en vérité. Et vous ne pouvez pas créer de l'attractivité dans ces territoires. Il s'agit donc bien d'une grande difficulté qui s'ouvre devant nous. Bernard Delcros, quel regard portez-vous sur ce budget dédié aux relations avec les collectivités territoriales ? Vous savez, j'ai un long parcours d'élu local. Et ce qu'attendent les élus, c'est premièrement d'y voir clair, de savoir où ils vont. Parce qu'ils inscrivent leur action dans la durée lorsqu'on investit, lorsqu'on monte des projets, qu'on les réalise, il faut pouvoir se projeter. Donc, d'y voir clair. Et deuxièmement, les élus sont très attachés, lorsque décisions sont prises, à ce que ces décisions soient justes, qu'elles soient équitables. Et concernant ce PLF 2019, ça a été dit, il s'inscrit dans la continuité de celui de 2018, avec de la stabilité pour la DGF, c'était demandé, avec une mesure qui est extrêmement positive et qui va dans le sens de l'équité, qui est la réforme de la dotation d'intercommunalité, et puis l'augmentation de la péréquation également, qui est importante, vous savez, j'y suis très, très attaché, et puis quelques faiblesses dont on pourra reparler et sur lesquels le Sénat envisage, enfin, en tous les cas, tentera de corriger ces faiblesses. On va y venir. Françoise Larpin, quand le gouvernement défend ce budget de stabilité, de continuité, je le disais, on voit l'opposition qui s'inquiète au contraire. Alors, qui dit juste, qui dit faux ?
Les deux, tout le monde a raison, hein, parce qu'il y a à la fois effectivement des collectivités qui vont perdre en matière de DGF, mais parfois ce sont quand même les collectivités qui étaient les plus riches, hein, qui peuvent être amenées à perdre. Donc en soi, si on pense que la péréquation c'est un sujet qui doit permettre de donner des moyens à celles qui en ont le moins, c'est une bonne idée. En même temps, après tout dépend de la catégorie des collectivités, parce que si elles perdent mais qu'en même temps elles sont en croissance démographique et qu'elles ont une dynamique en matière de population, elles ont aussi des charges plus importantes pour accueillir les enfants, pour ouvrir des équipements publics, pour ouvrir des écoles, des crèches, et la demande des habitants peut être très importante en la matière. Et comme on ne tient pas compte finalement de la dynamique malgré tout de la croissance démographique autant que ça devrait être pris en compte, c'est pas tout à fait équitable si on raisonne par rapport à la dynamique des habitants. Pas toujours. Thomas Rougier, votre sentiment sur ce budget 2019 pour les collectivités? Finalement, le socle, c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à la période 2014-2017, c'est qu'il y a un maintien de l'enveloppe globale, mais avec les conséquences qui ont été signalées et qui étaient déjà présentes en 2018, c'est qu'individuellement, c'est pas une stabilité pour tout le monde. Il faut bien que les maires et les agents de collectivité le comprennent. Après, on s'attend aussi à des effets individuels moins forts que ceux de 2018, parce que 2018, il y avait les contre-effets de la réforme de l'intercommunalité de 2017. Donc ça a joué sur les montants de dotation perçus en 2018. On s'attend donc à des effets moins forts en 2019. Donc oui, il y aura des perdants et des gagnants, ça a toujours été le cas. Mais quand même, il y a une bonne nouvelle, c'est la stabilité de l'enveloppe. Reste à connaître, et là je vous rejoins à 100%, reste à connaître pour chaque acteur le montant qui sera dédié et la lisibilité pour son budget de l'année prochaine, comme pour les années qui suivent d'ailleurs. Et les élus n'aiment pas cette incertitude, Jean Bacher? Non, hein, mon collègue Delcroix, qui est comme moi, a un passé de gestionnaire local varié, nous savons bien. Quand nous voulons investir dans nos collectivités, pour nos populations, pas pour nous-mêmes, eh bien, il faut quand même avoir un petit peu de perspective. Si, dans une petite commune, vous refaites la salle de classe, eh bien, si vous refaites la salle de classe, encore faut-il que l'an prochain, vous ayez une classe. Et ça, c'est assez compliqué parfois à savoir, à prévoir, et il faut discuter avec l'Éducation nationale. Donc on a bien là un sujet majeur qui est de voir clair et de la lisibilité. Or, la suppression de la taxe d'habitation crée du doute. Et ce doute, il risque pas de s'éclaircir avant. Alors, Gérald Darmanin m'a dit hier qu'il devrait déposer son projet de loi le 17 avril prochain au Conseil des ministres. Il va falloir attendre jusque-là. Mais jusque-là, c'est que sur la taxe d'habitation. Or, il ne s'agit là que d'une petite partie, mais importante, en termes de liberté, des ressources des collectivités. Il faudrait parler de l'ensemble des dotations, il faudrait parler de l'ensemble de la péréquation. Et tout ça ne se risque pas de voir le jour. Alors, on nous a promis un grand soir, c'est ce qui avait été dit, hein. On nous a promis un grand soir de la fiscalité locale. Je crains que les élus locaux ne se réveillent le lendemain du 17 avril à un petit matin seulement avec une gueule de bois parce qu'ils n'auront rien de plus. Bernard Delcros, c'est vrai que d'autant qu'on l'État continue de demander finalement à ces collectivités de participer à l'effort de redressement des finances publiques. Oui, alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger de mon point de vue. Il y a la question de la taxe d'habitation, de sa suppression et de la réforme fiscale qui va être arrivée dans le cours du premier semestre pour répondre à cette question-là. C'est un autre projet de loi de finances. Ce sera un projet de loi de finances rectificative que l'on examinera dans le premier semestre. Et puis il y a la loi de finances qu'on est en train d'examiner pour 2019. Ce sont deux sujets importants, mais deux sujets quand même qui sont différents. Et donc, malgré tout, pour être tout à fait objectif, et je crois que c'est important qu'on puisse être objectif. Pendant 4 ans, on a connu une baisse régulière, fréquente de la DGF. Sur ces deux exercices, 2018 et 2019, on a une stabilité de la DGF dans l'enveloppe globale. 27 milliards d'euros. Et évidemment, depuis toujours, c'est pas d'aujourd'hui, depuis toujours, dans la répartition ensuite de cette enveloppe, ben forcément, il y a des variations d'une année à l'autre parce qu'il y a des variations physiques, des nombres d'habitants qui évoluent ou autres. Il y a eu des variations très importantes, et vous avez eu raison de le rappeler, en 2017 et 2018, qui sont principalement dues à l'application de la loi NOTRe, c'est-à-dire à la révision des périmètres, notamment des intercommunalités, la révision des périmètres des intercommunalités, et également au fait qu'il y a un certain nombre de collectivités qui ont changé de catégorie.
qui sont passés de communauté d'agglomération en communauté urbaine, par exemple, ou de communauté de communes en communauté d'agglomération. Et donc, à la fois les changements de catégorie et la révision des périmètres ont entraîné des modifications très importantes, des variations très importantes dans les dotations individuelles de chaque collectivité. Je pense que pour 2009, cette question elle devrait être derrière nous, et même s'il y aura forcément des variations, parce qu'il y en a toujours eu, je pense qu'elles seront en tous les cas moins importantes. Jean Bachet. Juste une demi-précision sur ce que vient de dire Bernard. Pour une intercommunalité qui ne changeait pas, elle a pu voir sa dotation baisser. Parce que la dotation, elle était relative. Si d'autres augmentaient leurs compétences, augmentaient leur taille, alors que vous n'aviez rien changé, que vos charges n'avaient pas changé, eh bien, votre dotation baissait. C'était là la surprise. Ouais. Françoise Larpin, dans ce contexte, on le voit, d'incertitude et justement de manque de visibilité peut-être pour les élus, quels sont les leviers qu'ils peuvent actionner justement pour obtenir de nouvelles recettes? Alors, les expériences les plus probantes en matière de recherche de nouvelles recettes, alors en volume, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas trouver des milliards d'euros de nouvelles recettes, il faut quand même le dire. Mais en tout cas, il y a des pistes tout à fait intéressantes. Il y a des collectivités de toutes catégories d'ailleurs qui commencent à s'intéresser au financement participatif, comme les entreprises font appel au financement participatif. On trouve ces expériences dans des agglomérations, mais également dans des départements et des régions. Donc ça peut permettre de financer des projets publics de collectivités, mais aussi des projets d'entreprises en mobilisant donc des deniers de particuliers vers des projets qu'ils ont envie de soutenir, comme on le voit dans le cinéma ou dans d'autres activités. Après, il y a effectivement le fait d'utiliser quand même les observatoires fiscaux pour essayer de regarder dans quelle mesure la matière fiscale est bien recensée, parce que la RGPP a donné beaucoup de soucis au service la révision générale des politiques publiques. Voilà, la révision générale des politiques publiques a donné beaucoup de soucis au service déconcentré, notamment au service des impôts. Et on voit bien que beaucoup de collectivités, quand elles s'intéressent de près au sujet du recensement des bases d'imposition, trouvent des marges de manœuvre parce qu'elles découvrent qu'il y a des bases qui n'ont pas été recensées. Voilà. Il y a également donc le sujet des fonds européens qui sont quand même très mal mobilisés en France, et c'est toujours le cas. Alors en même temps, souvent il faut investir dans des moyens humains pour pouvoir ensuite gagner. C'est-à-dire qu'il y a un investissement à faire dans un premier temps, pour pouvoir donc ensuite avoir des ressources à hauteur qui compensent les dépenses qu'on a engagées. Alors là, il vaut mieux le faire avec, je sais pas, dans le cadre de groupements, dans le cadre de mutualisation de services, par exemple entre communes et intercommunalités, parce qu'une petite commune ne va pas, elle, évidemment, avoir des moyens humains dédiés à la recherche de financement européen. Voilà. Donc ça, ce sont des idées. Après, il y a le mécénat. Donc effectivement, ça marche dans le champ de la culture. Ça ne marche plus, madame. Alors, ça ne marche plus. Alors, il y a quand même des collectivités locales mais ça ne marche plus. Regardez les chiffres sur le mécénat, je crois que vous ne les avez pas vus récemment. C'est une chute libre, madame. Oui, alors c'est une chute libre globalement, mais par contre, dans les catégories de collectivités locales, il y a des collectivités qui ont des performances extrêmement intéressantes. Vous regardez par exemple la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, qui a fait tout un tas d'opérations avec des artisans et des commerçants, alors qu'on pense toujours que c'est les grands groupes qui vont apporter du mécénat. Mais parfois, sur les entreprises locales, en fait. Alors après, il faut regarder... Les chiffres disent totalement le contraire. Mais c'est intéressant, mais c'est totalement un contraire aux chiffres. D'inventivité, de créativité, justement, pour mais je vous rejoins en ce sens où les volumes ne sont pas à la hauteur des enjeux. Voilà. Il ne faut pas rêver. Voilà. La liste est assez complète, mais on pourrait dire que la première action des collectivités locales, et depuis quelques années, c'est l'action sur la dépense. Ouais. Quand on constate et quand on regarde en macro un certain nombre de chiffres, je ne vais pas répéter les chiffres qu'on met dans le rapport, mais il y a une véritable action sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, dont je rappelle qu'ils ne sont pas des dépenses administratives stricto sensu, c'est parfois des compétences, donc il faut se poser la question des conséquences sur le terrain, mais en matière de politique d'achat, en matière de relations au tiers, au secteur associatif, etc., tous ceux qui travaillent avec les collectivités locales ont bien compris que la donne avait changé et que le rapport était bousculé. Tous les prestataires, privés, publics, etc., sont face à des collectivités qui agissent sur cette dépense-là. Donc c'est aussi un moyen d'action assez fort qu'elles ont mis en place. Reste à savoir après les conséquences sur le terrain. Alors justement, Thomas Rougier, vous me faites ma transition pour voir les conséquences sur le terrain. Vous le savez, on est en plein congrès des maires de France. Je vous propose de voir ce reportage de Quentin Calmet. Il était aujourd'hui au Salon des maires et vous allez voir, ils n'ont plus les moyens d'investir ou de se doter de nouveaux équipements. Alors, eh bien, c'est l'occasion pour eux, justement, cette AMF, de rechercher des solutions pour faire des économies.
Salon des maires à vos catalogues, bancs publics, signalisation ou encore luminaires. C'est ici dans le hall voisin du congrès des maires que les édiles peuvent faire leur shopping. Il est certain que ce salon est complet dans toute son offre, puisqu'on retrouve du logiciel au mobilier de crèche jusqu'au mobilier urbain. Sur le stand de Vincent Caru, on expose surtout des lampadaires. La tendance cette année, ce sont ces modèles à LED. L'attrait de la technologie LED génère une certaine curiosité de la part des élus, puisque c'est le type d'investissement qui permet de réduire de façon extrêmement importante la consommation énergétique. Faire des économies, c'est la principale préoccupation des maires, croisés dans les allées de la porte de Versailles. On économise quand même en venant au salon parce qu'on arrive à avoir des tarifs assez compétitifs. Et on essaye de trouver le meilleur prix au moment du salon. Des maires qui ont revu leurs ambitions à la baisse avec la diminution puis le gel des dotations. On ralentit nos investissements, bien évidemment, qu'on n'a pas trop le choix. Nous, on avait un projet même de centre nautique qui était programmé sur ce mandat-ci, qui est reporté, voilà, et qui va être peut-être réfléchi différemment suite à ces baisses de dotation. C'est vrai que nous, par exemple, un exemple sur la ville de Roscoff, on a perdu 300 000 € par an en 6 ans sur un mandat, c'est 1,8 million. 1,8 million, c'est un beau projet qu'on peut réaliser. Des réformes territoriales aux conséquences tangibles et chiffrées aussi pour les exposants. Sur ce stand, depuis la loi NOTRe, les commandes ont baissé de 15% et ne sont jamais revenues à la hausse. Bernard Delcros, ça vous fait réagir ce qu'on vient de voir? C'est un exemple concret des conséquences à la fois pour les élus mais aussi pour les prestataires. Oui, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui sont restés sur la période précédente où il y a eu une baisse importante de la DGF. Aujourd'hui, je le redis, 2018-2019, la DGF est stabilisée. C'était nécessaire. Parce que la baisse durant 4 ans de la DGF a amené, et vous avez raison de le rappeler, les collectivités à faire des efforts dans le fonctionnement, de réduction de leurs dépenses, mais les efforts, on peut en faire jusqu'à un certain stade. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de collectivités, je pense aux plus petites, mais c'est également le vrai dans un certain nombre de villes, qui sont arrivées à un seuil en deçà duquel elles ne peuvent pas descendre. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse stabiliser la DGF. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de baisse de la dotation de fonctionnement. Sur les investissements, la DETR est restée... C'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est une dotation à l'investissement pour les territoires ruraux, la DETR, excusez-moi. Elle est restée à son stade de l'année dernière, qui lui-même était resté au stade de l'année précédente. Donc là aussi, il y a une stabilité. On a une baisse, malgré tout, sur une dotation d'investissement, qui est la dotation de soutien à l'investissement local, où on a une baisse de 45 millions d'euros sur environ 600 millions pour avoir les échelles, qui en fait étaient des crédits qui étaient dédiés au contrat de ruralité et qui cette année sont supprimés. Donc, au sein de la commission des finances du Sénat, on a voté un amendement pour rétablir le montant de l'année passée. Et puis on a 2 autres baisses qui ne sont pas acceptables pour nous. C'est la prime à l'aménagement du territoire. On n'est pas sur il n'y a pas d'enjeu financier considérable. Et on est sur quelques millions, quelques dizaines de millions d'euros, qui cette année a baissé, alors que c'est une prime qui est extrêmement importante. Ce sont des aides directes à des petites entreprises qui vont s'installer, notamment dans les ruralités, dans les territoires fragiles. C'est dans un plafond de 15 000 € par emploi créé. Et donc, ça rend plus attractifs ces territoires. Et donc là aussi, j'ai proposé un amendement à la commission des finances qui a été accepté pour le rehausser au niveau de l'année passée. Et également sur le FISAC, qui est un fonds d'intervention, de soutien au commerce et à l'artisanat dans la ruralité, qui est extrêmement important parce que ce fonds, il vient soutenir des petits commerçants, des petits artisans qui sont installés dans la ruralité. Donc on va essayer de corriger ces effets, mais globalement, très franchement, cette année, maintien de la DGF, maintien à la différence avec l'écart dont j'ai parlé tout à l'heure sur la DSIL, maintien en gros des subventions à l'investissement, des fonds européens qui restent encore aujourd'hui extrêmement élevés et pas toujours mobilisés. Ça nécessite une ingénierie pour mobiliser les fonds européens. Et on est dans une période qui va se terminer en 2020. Je ne suis pas sûr qu'on aura les mêmes niveaux de fonds européens pour l'investissement dans l'après 2020. Donc, franchement, aujourd'hui, on a de la stabilité sur le fonctionnement, sur l'investissement, et il y a quand même des moyens pour investir pour les collectivités. Non, mais effectivement, si on regarde juste le budget comme cela, c'est facile de dire que c'est zéro et donc ça fait de la stabilité. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, les élus sont habitués dorénavant à avoir cette baisse, ne savent pas vers quoi ils se tournent. Et quand on entend nos amis maires, ils nous disent bien, on ralentit nos investissements. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de pouvoir. C'est comme le fameux pouvoir d'achat, vous savez.
c'est moins de pouvoir parce qu'il y a plus de dépenses contraintes. Donc, ils ont perdu du pouvoir, les élus locaux. Ils ont les responsabilités, ils doivent faire le service public, mais ils n'ont plus le pouvoir de le faire, ils n'ont plus le pouvoir de faire plus et mieux. Et c'est cela, la démotivation des maires, et c'est cela qui est inquiétant pour la démocratie, comme ça peut inquiéter aujourd'hui d'autres personnes, ceux qui ont des écharpes tricolores, comme ceux qui ont des gilets jaunes. Françoise Helarpin. Oui, donc l'inquiétude, je vous rejoins. Nous, on la ressent. Moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je conseille les collectivités locales. Je ne les ai jamais vus aussi inquiets. Et pas seulement les élus, les agents également, parce que tout bouge dans tous les sens, et ceci depuis plusieurs années. Parce qu'il y a une réforme territoriale ou une réforme de centralisation, parce que la dernière n'était pas de la décentralisation, non, je le rappelle. Donc, ça veut dire que, et plus les réformes financières et fiscales. C'est en permanence. D'ailleurs, nous, on surfe sur ça. Il faut être honnête, pour les cabinets conseils, c'est quand même assez super, parce qu'il y a des réformes en permanence. Voilà. Mais du coup, ça crée effectivement beaucoup d'inquiétudes. C'est compliqué quand même de les conseiller quand tout bouge. Et donc, l'expérience montre que, effectivement, on l'a vu, la loi NOTRe, par exemple, a complètement freiné les investissements. Parce qu'il y avait des transferts de compétences à gérer. Ils s'occupent beaucoup de ce qui se passe chez eux pour essayer de comprendre déjà ce qui se passe et puis de mettre en place les nouvelles organisations, de mettre en place les nouvelles modalités financières, les nouveaux budgets, etc. Les fusions de régions, par exemple, on l'a vu, ça les a concentrés, centrés sur eux au lieu de les centrer sur leur mission, leur politique publique. Et ça, on le voit dans toutes les expériences de fusion qu'on a pu accompagner. Ça freine, en fait, l'action publique et ça freine la politique d'investissement. Donc là, la stabilité, moi, j'arrête pas, effectivement, d'en entendre parler. Il y a des sujets comme ça qui sont récurrents. Mais malheureusement, chaque gouvernement a envie de faire changer les choses. Et puis Bercy, quand même, il faut le reconnaître, est quand même derrière beaucoup de ça. Enfin, c'est quand même eux qui ont pris un peu le pouvoir. Moi, j'ai commencé ma carrière à la DGCL, Direction Générale des Collectivités Locales, où je m'occupais de la répartition de la DGF et du Comité des finances locales. Je peux vous assurer que le pouvoir était à la DGCL et au Comité des finances locales. C'est pas vrai. Maintenant, il est passé à Bercy, qui a une vision des collectivités locales qui est, il faut qu'elles baissent leurs dépenses et donc il faut les contraindre en recettes. Voilà, c'est ça la vision. Recentralisatrice, c'est ce qui est souvent justement reproché. Il y a le cadre des finances publiques qui fait qu'effectivement, du côté du ministère des Finances, on a des arguments pour aller voir chacun des parties prenantes et puis avec un certain niveau d'exigence. La problématique, c'est que le monde local porte le patrimoine public local en grande partie. Donc les enjeux de finances publiques ne peuvent pas se résumer à une baisse de la dette des collectivités locales, puisque ça voudrait dire que celui qui porte le patrimoine ne porte plus la dette. Donc il y a une contradiction. Or, cette dette qui sert à financer des réseaux d'assainissement, des réseaux de transport, et on sait qu'il reste des besoins forts, même si beaucoup ont été couverts aussi. On ne peut pas dire que les collectivités n'ont rien fait, elles sont dans l'action. Mais face à certains investissements structurants, effectivement, il y a une mobilisation de financement sur plusieurs années, alors que ce soit des dotations où il faut une lisibilité pluriannuelle ou un recours à l'emprunt. Avant d'emprunter sur 15, 20, 25 ans, il faut effectivement obtenir une clé de lisibilité sur les ressources de son territoire. C'est ça la bonne gestion. Donc effectivement, ce volet d'inquiétude sur mes ressources de demain et ce que je vais devenir demain, même si du côté de l'organisation territoriale, le jeu est un peu calmé sur certains cas un peu spécifiques. On a des questions financières à régler au cours des prochaines années pour que les maires et les présidents d'interco et les présidents de départements et de régions soient plus sereins. Merci Thomas Rouget, merci Bernard Delcros, merci à vous Françoise Helarpin, merci Jérôme Bacher. Je rappelle que le PLF débute en séance demain et ça sera à suivre d'ailleurs en direct dès 11h sur notre antenne. On continue de s'intéresser justement aux travaux dans l'hémicycle avec vous Alexandre Poussard. On parlait de cette proposition de loi qui vise à lutter contre la désertification bancaire et les débats sont plutôt animés en séance aujourd'hui. Et oui Delphine, des échanges assez vifs entre les sénateurs et la secrétaire d'État au ministère de l'économie Agnès Pannier-Runacher. Des échanges vifs sur un débat précis, sur une solution qui était proposée par les sénateurs pour lutter contre les déserts bancaires, à savoir la création d'un fonds spécifique au maintien de distributeurs de billets automatiques dans les territoires ruraux. Et le gouvernement a déposé un amendement de dernière minute pour simplement remplacer la création de ce fonds par la simple remise d'un rapport de la Banque de France sur les déserts bancaires. Alors cet amendement du gouvernement a mis en colère les sénateurs et notamment Cécile Cukierman, la sénatrice communiste. On l'écoute. Que vous ne soyez pas d'accord avec la proposition de loi, je peux l'entendre et cela fait partie du débat politique et démocratique que nous avons besoin d'avoir. Mais franchement et sérieusement, venir ainsi avec un amendement
qui, excusez-moi, vise tout simplement à dire vous êtes bien gentil, mais en fait on va vous faire un rapport pour vous expliquer la vie, les sénateurs, pour savoir ce qu'il y a besoin dans ce pays, je trouve que c'est quand même un petit peu déplacé, pour pas dire totalement irrespectueux de ce qu'est la Chambre des territoires représentant les élus locaux. Et voilà, après des débats houleux, les sénateurs ont finalement voté un amendement qui dote les commerçants de territoires ruraux d'une couverture réseau assez forte pour faciliter les paiements par carte bancaire et puis pour permettre aussi à ces commerçants ruraux de fournir en espèces leurs clients. Merci à vous, Alexandre, pour toutes ces précisions. On en vient maintenant à l'actualité politique avec Laurent Wauquiez, le président de LR, qui présente son équipe thématique. Alors, c'est appelé un shadow cabinet, un cabinet fantôme. Il a été annoncé il y a déjà 1 an après son élection à la tête du parti. Vous allez le voir, 6 sénateurs ont été intégrés à cet organigramme que nous dévoile Louis de Ménil. Allez, en avant, venez. Des nouvelles têtes, bien rangées derrière leur président Laurent Wauquiez. Après plus d'1 an de tractation, le leader des Républicains a fait le choix du renouvellement pour composer ce qu'il appelle son équipe thématique. Entendez, un contre-gouvernement. Aucun d'entre eux n'a jamais exercé de responsabilité ministérielle. Parce que ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils viennent avec un regard neuf, nouveau, et qui permettent de changer nos réflexes, nos modes de raisonnement et notre approche. 34 hommes et femmes politiques sont venus s'ajouter à la direction du parti. L'objectif, travailler frontalement face au projet du gouvernement et proposer des alternatives. Un moyen supplémentaire d'officialiser la ligne de Laurent Wauquiez. C'est l'ensemble de la nouvelle droite que je veux construire qui est maintenant en place. Vous connaissez ma conviction. Nous avons subi il y a 1 an et demi une des pires défaites que la droite française ait connues sous toute la Ve République. La seule réponse est de tirer les conséquences de nos échecs et d'être capable de changer notre approche en bâtissant une nouvelle droite. Parmi les membres de l'équipe, 5 sénateurs et sénatrices, dont Frédérique Puissat. La sénatrice de l'Isère fera face à Muriel Pénicaud sur le terrain de l'emploi. Moi j'ai mes propres idées et puis mes idées valent, mais elles sont aussi à partager à la fois avec les Républicains, à la fois avec tous les membres qui composent ce cabinet qui a bien voulu nommer le président Wauquiez. Et puis on est au Sénat, il y a une commission sociale qui travaille là-dessus, avec des sénateurs qui travaillent aussi, des députés, et on va aussi établir des stratégies avec les parlementaires et puis avec les élus locaux qui sont des partenaires en la matière, notamment les régions qui sont importants. Un cabinet fantôme pour contrecarrer les projets de loi. Tradition dans la pratique politique britannique, l'expérience n'avait pas été renouvelée en France depuis l'échec de l'UDI en 2013. Et on retourne salle des conférences avec vous, Tam Trani. Vous êtes avec la sénatrice LR de l'Aisne, Pascale Gruny. Pascale Gruny, vous allez donc entrer au shadow cabinet de Laurent Wauquiez. Quel va être exactement votre rôle ? Alors moi j'aurai le thème du commerce et de l'artisanat au sein donc de ce cabinet, un sujet important pour la France bien entendu, mais surtout pour la ruralité aussi. Moi j'ai un département rural avec des villes moyennes où il y a des difficultés, notamment en matière de commerce, de centre-ville et de centre-bourg. Oui c'est ça, l'Aisne. Est-ce que c'est difficile de faire entendre aujourd'hui la voix de la droite dans le débat national ? Alors je pense que ça va l'être de moins en moins parce que c'est vrai qu'à un moment donné on n'était pas très audible suite en fait à l'élection présidentielle perdue, bien sûr. Voilà, c'est ça. Dans les circonstances qu'on connaît. Voilà. Aujourd'hui, avec le gouvernement et le président Macron qui finalement n'arrivent pas à passer leur message pour les Français et surtout les contestations par rapport à leurs propositions, je pense qu'on devient davantage audible. En revanche, pour être audible, il faut surtout avoir des propositions et c'est la raison aussi de la constitution de ce shadow cabinet avec des thèmes qui sont répartis entre les mains de différents élus, pas seulement des parlementaires. Vous parliez de ce contexte de contestation, c'est bien sûr une allusion au mouvement des Gilets jaunes actuellement. Alors tout d'abord, le gouvernement a beaucoup accusé la droite, la gauche, l'extrême droite de vouloir récupérer le mouvement. Alors je crois que pour nous en fait très peu. Laurent Wauquiez effectivement est allé rencontrer les Gilets jaunes, mais moi par exemple je n'y suis pas allée justement pour pas avoir de récupération et pour laisser cette voix citoyenne, parce qu'après tout le président a souvent dit que les parlements finalement n'étaient pas très utiles. Aujourd'hui il est face au peuple et c'est beaucoup plus compliqué. Le gouvernement aujourd'hui a dit que la sévérité serait de mise. Emmanuel Macron, ce sont là ces mots face à ce mouvement qui se radicalise. Est-ce que vous trouvez inquiétant le mouvement que prend justement les Gilets jaunes, le tournant ?
Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que là on a une partie finalement de ces gilets jaunes qui sont plutôt des casseurs par rapport à ce qui s'est passé samedi, et je parlais plutôt finalement de ce que je connais dans mon département. C'était plutôt des gens qui n'étaient pratiquement jamais descendus dans la rue, mais qui effectivement vivent tous les problèmes de la société, que ce soit les retraités, les travailleurs, les impôts, les taxes sur les carburants, etc. Aujourd'hui effectivement ça se radicalise et c'est dommage, donc de la sévérité bien entendu pour tous ceux qui veulent bloquer complètement le pays. En revanche, moi je trouve que à la fois le président et à la fois le Premier ministre, ils sont trop méprisants vis-à-vis des Français et vis-à-vis des Gilets jaunes qui ont des choses à revendiquer. Un mot pour conclure sur la proposition que fait la droite sénatoriale, justement face notamment à ce mouvement de contestation, c'est supprimer la hausse de la taxe sur les carburants en janvier 2019, mais cela veut dire aussi 2,9 milliards d'euros à trouver. Alors comment est-ce que l'on finance une telle somme? Alors déjà, effectivement, moi je soutiens la proposition sénatoriale parce que les taxes, elles sont normalement faites pour finalement la transition énergétique. Or, ce n'est pas vrai. Donc c'est ce qu'on constate. Donc de ce fait-là, on peut le supprimer. Et vous avez bien vu là dernièrement dans le projet... Supprimer la hausse de la taxe, oui, pas l'intégralité des taxes. Bien sûr, la hausse de la taxe. Et là, on voit bien en 2018 qu'en fait le gouvernement a mis 577 millions qu'il a remis sur le budget d'État alors que c'était prévu sur l'énergie. Donc ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin. Et pour le budget de l'État, moi je suis désolée, il faut faire des économies et réduire les dépenses de l'État sérieusement. Eh bien, merci beaucoup Pascale Grenier pour avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à vous, Tam. Et en plein mouvement des Gilets jaunes, le revenu disponible des ménages, autrement dit, le pouvoir d'achat aurait baissé en moyenne de 440 € par an entre 2008 et 2016. Une perte qui avoisine les 160 € pour les 5% de foyers les plus modestes et 2500 € pour les 5% les plus aisés, selon une étude de l'OFCE. Adrien Develay. Le revenu disponible des Français aurait baissé de 440 € en moyenne entre 2008 et 2016. Le revenu disponible, c'est ce qui reste aux ménages une fois que les cotisations et les impôts ont été déduits. Les ménages décident ensuite d'épargner ou de consommer. Sa baisse impacte donc directement le pouvoir d'achat. Selon l'étude, les 5% des foyers les plus modestes ont perdu 160 € depuis 2008. Les 5% des foyers les plus riches, eux, ont perdu en moyenne 2500 €. Mais les raisons ne sont pas les mêmes selon les foyers. L'augmentation des prélèvements a pénalisé les plus riches. Les classes moyennes, elles, ont souffert de l'augmentation des cotisations sociales. Pour les foyers les plus pauvres, les effets des réformes entreprises pendant les mandats de Nicolas Sarkozy et François Hollande sont plus contrastés. Les mesures ont atténué l'impact de la crise de 2008, mais un tiers des ménages les plus modestes a tout de même vu son revenu diminuer. Hasard du calendrier, cette étude intervient en plein mouvement des Gilets jaunes qui dénoncent la baisse générale du pouvoir d'achat. Et Pierre Madec, économiste, est notre invité. Le Face à Face, c'est tout de suite. Bonsoir Pierre Madec. Adrien Develay vient de le rappeler à l'instant. Est-ce que cette étude permet de comprendre justement le ras-le-bol fiscal exprimé actuellement par les Gilets jaunes ? Alors pas tout à fait. Il faut bien expliquer aux téléspectateurs que nous, notre étude n'est pas du tout liée au mouvement social en cours. C'est une étude qui a démarré il y a très très longtemps et qui s'intéresse à une période bien spécifique, qui est la période 2008-2016. Donc on ne regarde pas du tout ce qui se passe en 2017 ni en 2018. Et donc, il ne faut pas opposer, par exemple, les chiffres de l'INSEE qui sont issus de la comptabilité nationale et qui sortent tous les trimestres, par exemple, et nos données à nous, qui sont des données très micro, des données d'enquête. Donc, c'est deux travaux très différents. Nous, ce qu'on a regardé, on est parti du constat qu'il y avait eu un choc fiscal qui est assez bien documenté, un choc fiscal très important après la crise de 2008, une augmentation d'un peu plus de 20 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les revenus du capital. Et donc, on a voulu savoir sur quel type de ménage ces augmentations d'impôts avaient le plus pesé et s'il y avait eu des compensations du côté des prestations sociales, parce que ça, pour le coup, c'est pas forcément très bien documenté. Donc, ce qu'on montre, c'est qu'en effet, les prestations sociales ont aussi augmenté sur la période, un peu plus de 6 milliards d'euros de prestations en plus que si on était resté à législation constante. Et on voit en effet des effets très différenciés selon les ménages. Justement, comment expliquez-vous cette baisse du revenu disponible ? Alors, nous, on s'est intéressé à 3 points. On est parti du constat donc, de la baisse de 440 € en moyenne du revenu disponible des ménages entre 2008 et 2016. Et on a posé le débat en disant qu'il peut y avoir plusieurs facteurs explicatifs à cette baisse.
L'un des facteurs, ça peut être les réformes socio-fiscales qui ont été engagées. Il y en a eu beaucoup, tant sur l'impôt sur le revenu que sur la barémisation des revenus du capital, la création d'une tranche d'impôt supplémentaire. Il peut y avoir beaucoup de raisons à chercher du côté des réformes. Il y a une autre raison dont on parle relativement peu, c'est l'évolution de la structure démographique des ménages. On sait qu'en l'espace de 10 ans, par exemple, la part des personnes seules, la part des familles monoparentales a beaucoup augmenté dans la population française. Quand vous avez des ménages plus petits, ça veut dire que le revenu disponible par ménage est par nature plus faible. Et puis, il y a le troisième effet qui est l'effet de dégradation du marché du travail, l'effet qu'on appelle, nous, occupation. Il y a eu une augmentation du temps partiel, il y a eu une certaine distorsion sur les taux d'emploi par catégorie socio-professionnelle. Et donc, nous, on s'est intéressé à ces trois effets. Ce qu'on montre, c'est que l'effet réforme du système socio-fiscal est un effet très important et a pesé très négativement sur le revenu disponible des ménages. On dit que ça a contribué à baisser le revenu disponible moyen de l'ordre de 500 €, que l'effet démographie, donc l'effet les ménages sont plus petits, a eu un effet très important aussi, 400 € à peu près en moyenne. L'effet occupation, de manière assez surprenante d'ailleurs, a eu un effet nul en moyenne avec des effets très différenciés. C'est ça qui est intéressant dans l'étude, finalement, la hausse du chômage n'a pas tellement fait perdre en termes de revenus disponibles. Alors on voit que la hausse du chômage, la hausse des temps partiels notamment, a eu beaucoup d'impact pour les ménages les plus modestes, les 50% les plus modestes. Par contre, a eu un impact relativement positif pour les 50% de ménages les plus aisés qui ont par exemple bénéficié de conditions salariales meilleures. Il y a eu une augmentation par exemple, de la part des cadres chez les ménages les plus aisés. Et donc ça explique un relatif dynamisme du revenu disponible. Et tout ça fait qu'en moyenne, cet effet occupation, il est nul. Ce que dit aussi l'étude, c'est qu'il y a toute une partie de l'évolution du revenu qu'on n'arrive pas à expliquer, qui est due à plein de choses. Les revenus du capital, il y a eu des augmentations, les loyers par exemple ont augmenté, donc ça veut dire que les loyers perçus par les propriétaires ont pu augmenter aussi. Donc il y a un gros effet qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais on arrive bien à montrer quand même que les réformes socio-fiscales ont amputé massivement le pouvoir d'achat et le revenu disponible des ménages, et notamment des ménages les plus aisés. On imagine bien que ce n'est pas leur objectif initial, ces politiques justement sociales, fiscales, ces politiques publiques à la fois mises en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On se souvient de travailler plus pour gagner plus, et François Hollande, des politiques d'équité justement. Comment expliquez-vous qu'à terme, on arrive à cette baisse de 440 € du revenu disponible? Il y a quand même eu un objectif qui a été affiché après la crise économique, c'était un objectif de rétablissement des comptes publics. Et donc, ça, c'est assez bien documenté et on en a parlé à l'OFCE depuis très longtemps. Les hausses massives de prélèvements obligatoires qui ont eu lieu sous le mandat de Nicolas Sarkozy et sous le mandat de François Hollande, ils avaient cet objectif quand même de rétablissement des comptes publics, et les ménages ont été mis à contribution. Nous, une fois de plus, ce qu'on a cherché à savoir, c'est quel type de ménage avait été le plus mis à contribution. Il s'avère que si on observe les réformes, la règle, c'est plus vous êtes un ménage aisé, plus vous avez été mis à contribution par les réformes socio-fiscales qui ont été engagées. Et si vous êtes plutôt un ménage modeste, il y a notamment le plan de lutte contre la pauvreté qui a été lancé sous François Hollande, ou la création de la prime d'activité, qui ont permis de soutenir le revenu disponible des ménages modestes et de compenser, en partie seulement, mais de compenser les effets de la crise économique sur le revenu disponible des ménages les plus pauvres. On voit qu'Emmanuel Macron hérite de cette situation. Quelles sont les leçons, les enseignements que l'actuel gouvernement peut tirer de votre étude ? Ça dépend comment vous voyez les choses. Soit vous voyez les choses d'un côté ras-le-bol fiscal. Parce que le pouvoir d'achat, on voit bien que c'est la préoccupation principale en ce moment des Français. Il y a plusieurs déterminants au pouvoir d'achat. Les salaires et l'amélioration du marché de l'emploi sont un déterminant essentiel. Il y a une volonté de la part du gouvernement, évidemment, de réduire le chômage, d'améliorer le revenu disponible des actifs à bas revenus avec la baisse de cotisations, par exemple. Ça, c'est des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Et si le marché du travail continue de s'améliorer, il y aura une augmentation du pouvoir d'achat. Après, de là à effacer les efforts budgétaires qui ont été demandés aux ménages, c'est-à-dire ces fameux 500 € en moyenne d'impact des réformes, on voit bien que c'est compliqué de le faire dans un temps court. Nous, on étudie un temps long, qui est un temps de 8 ans. On dit que sur 8 ans, c'est 500 € en moyenne. Ça prendra du temps avant d'effacer les stigmates de ces réformes. Et puis, il y aura un choix politique à faire, c'est de dire, soit on continue le mouvement qui a été entrepris sous les mandats précédents, c'est-à-dire de soutenir le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes, potentiellement au détriment de celui des ménages les plus riches. Il y a un autre choix qui est de dire, c'est les ménages les plus aisés qui ont été le plus mis à contribution après la crise économique,
il est normal de leur redonner du revenu disponible. Les fameux premiers de cordée dont parle le chef de l'État. Merci à vous, Pierre Madec, d'être venu sur ce plateau pour nous détailler cette étude de l'OFCE. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain 14h pour les questions d'actualité au gouvernement.